Bonjour à toi et bienvenue dans l'art de ta puissance, un podcast de développement entrepreneurial proposé par Kaluna. Kaluna, c'est la communauté d'empuissancement pour entrepreneurs de cœur que je développe. Mon prénom est Cécilia, je serai ton hôtesse pour aujourd'hui. En tant que grande idéaliste, l'entrepreneuriat me permet de contribuer à l'éclosion de ce nouveau monde. Comment, en accompagnant les entrepreneurs du bien-être et de la spiritualité, à poser des fondations saines pour leur rentabilité, impact et plaisir. Car je l'ai vite compris, si je voulais faire de mon bien-être, mes rêves et mes besoins ma priorité, je devais faire et être différemment. Car il n'y a que les fous qui attendent des résultats différents avec les mêmes actions. Alors je t'emmène dans mon monde en te partageant conseils et inspirations pour impulser ton entreprise dans un espace de souveraineté, de liberté et de kiff. Installe-toi confortablement, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, en ce mois d'avril, on se retrouve un vendredi pour notre première interview du mois avec Claire Noël, que j'ai eu le bonheur de rencontrer il y a 2 ou 3 ans dans un format proposé par Maria Sali, qui est aussi venue vous parler de leadership il y a quelques mois, quelques années, l'année dernière, je crois, dans l'art de ta puissance. Et aujourd'hui, avec Claire Noël, on vous a prévu un petit format aux oignons pour vous aider à choisir le bon accompagnant. Donc, un petit disclaimer, l'épisode ne va pas être composé que de ça. Donc, je mettrai dans la description le code pour que tu ailles directement à juste les conseils pratico-pratiques. Mais en fait, quand on a préparé le podcast avec Claire, que je vous présenterai dans un petit instant, on s'est dit que ce serait bien aussi de faire un tour des lieux du monde de l'accompagnement aujourd'hui et de vous partager notre ressenti là-dessus, nos points d'attention, parce que je pense aussi que c'est des bons outils de réflexion pour vous-même en tant qu'accompagnant si vous êtes accompagnante ou pour vos propres accompagnants si vous vous faites accompagner. Donc voilà, ça va peut être un épisode un peu long, j'en sais rien, on n'en est qu'au début, et qui ne va pas que parler de conseils très pratico-pratiques. Et en même temps, c'était important pour nous de faire vraiment ce 360 degrés sur le monde de l'accompagnement aujourd'hui. Claire Noël, est-ce que tu peux te présenter aujourd'hui à nos auditeurs et auditrices de l'art de ta puissance? Qui es-tu? Que proposes-tu? Salut Cécilia, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je m'appelle Claire Noël, je suis coach en développement personnel avec une spécialisation un peu plus précise sur l'accompagnement des profils hypersensibles et dits atypiques. Donc, on met toutes les étiquettes qu'on veut dedans, mais en gros, c'est les gens qui ont du mal à trouver des accompagnements, justement, et qui ont du mal à trouver chaussures à leurs pieds. Et je fais tout un tas de trucs. Je bosse dans des associations qui soutiennent, une qui soutient les jeunes filles des quartiers défavorisés, une autre qui travaille sur l'éducation aux sexualités, la prévention des risques, l'éducation au consentement. J'organise des stages qui mêlent le spectacle, les feuillages, le clown et le travail des archétypes. Bref, je fais plein de trucs à ma sauce. Et envie de préciser que pour ce podcast, je parle depuis l'endroit où je suis une femme blanche, cis, hétéro, avec un bac+5, issue d'un milieu CSP+. Et voilà, donc en conscience de mes privilèges et de la systémie aussi. Merci de nous parler de tes privilèges. Euh, Aussi, je pense que c'est important en petit intro de départ aussi de parler qu'on est toutes les deux coachs. Donc en fait, on va peut-être aussi faire une analyse critique et d'un monde auquel on participe et qu'il y a aussi il y a des biais par notre propre profession, du fait qu'on soit plein dedans. Je parle de plus en plus avec des personnes qui ne comprennent pas ce monde-là, qui n'en sont pas d'accord. Et je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, il y a eu tellement, il y a une non-régulation de de cet écosystème et il y a eu des abus qui ont fait qu'on en arrive aujourd'hui, on sait même plus comment choisir un bon accompagnement. Et du coup, on a des biais. Je pense que l'une comme l'autre, on essayer d'essayer d'être la plus neutre pour vous partager depuis notre ressenti, mais ça reste un prisme de lecture qui nous appartient. Donc si ça te parle pas, that's okay. Et juste, bah,
passe à un autre épisode, un autre podcast. Mais si en tout cas tout ça te parle, tout ce on a pu commencer à t'apporter te parle, et reste parce que ça va être, à mon avis, bien, bien pépite. Est-ce que justement, tu as envie de nous accompagner à faire un état des lieux du monde du coaching tel qu'il est aujourd'hui? Quelles sont les limitations que tu vois, toi, en tant que coach, et aussi en tant que personne qui cherche des accompagnements? Bah, je pense que déjà, c'est important de savoir de quoi on parle. Parce que souvent, quand je discute avec des gens qui ne sont pas du milieu du développement personnel, qui ne sont pas professionnels de l'accompagnement, ne savent pas vraiment ce que c'est que le coaching. Donc, pour recaler ce qu'est le coaching, de façon très rapide, c'est une pratique qui a vu le jour dans les années 70-80 aux États-Unis, en Californie. Donc, directement issue des études de Palo Alto sur les sciences de l'information et de la communication. Et ce sont des outils d'accompagnement qui ont été modélisés depuis l'observation d'un groupe de pairs de thérapeutes qui avaient de très, très bons résultats dans l'accompagnement de leurs patients et de leurs patientes. Donc là, on parle bien d'un espace thérapeutique. Et l'idée, ça a été de les modéliser, d'extraire la substantifique moelle de cette pratique pour créer des outils qui soient accessibles à un plus grand nombre sur des thérapies brèves, c'est-à-dire moins engageantes dans le temps et potentiellement aussi financièrement. Euh, Ces outils-là ont été très vite récupérés par le monde de l'entreprise, notamment avec l'émergence de la psychologie positive, du happiness manager et cette prise de conscience que une des principales raisons de démission dans les grands groupes internationaux, c'était le mal-être au travail. Du coup, le monde de l'entreprise s'est approprié ces outils-là et c'est là qu'on a vu se développer ce que moi j'appellerais du coaching de performance, c'est-à-dire c'est vraiment le coach est là pour t'aider à dépasser tes limites et à devenir plus performant. Et où, au final, on va peut-être assez peu s'intéresser à la partie perso, psycho-émotionnelle, ou en tout cas, si on s'y intéresse, c'est que dans une perspective de performance au service de l'entreprise. Donc ça, c'est un peu pour voir de quoi on parle. Et il existe encore des gens qui pratiquent le coaching d'un point de vue de l'accompagnement de la personne, avec une considération de la personne dans son ensemble, c'est-à-dire corps, cœur, esprit, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans mon corps, est-ce que j'ai des maladies chroniques, est-ce que j'ai de la fatigue, est-ce que j'ai des troubles de digestion, au niveau du cœur, au niveau émotionnel, comment est-ce que je reçois les émotions, comment est-ce que je réponds émotionnellement au monde qui m'entoure, et psychologiquement, quelles sont les histoires que je me raconte, quelles sont les peurs, les croyances que je développe sur mon expérience du réel. Voilà, donc moi je suis à cet endroit-là du coaching, ce qu'on appelle du coaching génératif. Donc je vous invite à aller regarder Carl Rogers et Robert Dills, qui sont vraiment les deux grands-pères fondateurs et qui en parlent bien mieux que moi du coup sur ce que c'est en profondeur. Et c'est des techniques de coaching qui justement essayent de prendre du recul vis-à-vis de tous les biais qui peuvent exister, notamment les biais cognitifs, les biais enfin le transfert qu'on peut faire vis-à-vis de nos clients, et aussi les biais de pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment voir à quel point, dans cette profession qui est non régulée, le coaching n'est pas régulé, à quel point des personnes qui sont certainement, enfin des coachs qui sont certainement très doués, qui peuvent être aussi certainement bien intentionné, ou en tout cas bien intentionné vis-à-vis de soi à soi. Enfin, je veux dire, je doute jamais de l'envie de contribution de quelqu'un, je doute jamais de la bonne intention, sauf qu'en fait, on a plein de couches de mal-être, de systèmes de manipulation euh, inconscients, et qui fait que dans la relation qu'on va créer avec notre client, on va rentrer dans des jeux de pouvoir volontairement ou involontairement. Ça, chacun s'observe, se regarde et se juge. Je suis là pour juger personne. Et en même temps, c'est ce que j'observe. C'est ce que j'ai observé chez moi, ce que j'ai décidé de prendre du recul et de transformer ces dernières années. Mais c'est ce que j'observe tous les jours et sur le marché du coaching aujourd'hui, par du démarchage non consenti, enfin non désiré, par des techniques de vente qui ne font pas appel à mon consentement éclairé, par euh, du matraquage mm, cérébral d'une idée qui ne m'apporte rien. Et aujourd'hui, c'est à ça que, par mon approche, j'ai envie de transformer les choses et de proposer une autre vision du business. Et c'est surtout
avec ce point de vue-là que j'ai vraiment eu envie de créer aujourd'hui ce contenu, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de parler de ces sujets-là et de se donner des outils qu'on connaît tous, mais de se rappeler des outils qu'on connaît tous pour justement être au plus éclairé dans nos décisions quand il s'agit de choisir un accompagnant. Est-ce que, avant de rebondir enfin, de continuer sur les autres sujets qu'on avait envie d'aborder aujourd'hui, tu as envie de rebondir sur ce point-là, Claire? Oui, je pense que c'est important. Tout à l'heure, tu parlais de neutralité dans ce qu'on allait amener dans ce podcast. Enfin, moi, je tiens à préciser que je ne m'engage absolument pas à de la neutralité parce que je sais que je ne pourrais pas être neutre. Par contre, ce que je m'engage à faire, c'est à faire de mon mieux. Et je pense que c'est juste un biais de langage et que je pense que qu'on est au même endroit là-dessus. D'essayer d'amener une palette de nuances, une palette de grilles de lecture qui laisse l'espace autant que faire se peut et du mieux qu'on peut, toi comme moi, laisser la place aux personnes qui nous écoutent de se faire leur propre avis. Et je pense que, et c'est là où je voulais en venir en rebond à ce que tu viens d'amener, euh, on entend beaucoup parler en ce moment avec l'éducation au consentement des espaces safe, des gens qui seraient neutres et objectifs, d'une communication qui serait non manipulatoire. On parle de communication non violente en pensant que ça serait la quintessence de la communication. Je pense que c'est important que les gens se rendent compte que le langage est manipulatoire par essence et que les interactions humaines sont fondées sur la manipulation par essence, parce que nous ne sommes pas des êtres rationnels, nous sommes des êtres émotionnels. Je vous laisse aller regarder notamment le TEDx de Kevin Finel sur le sujet. Euh, et donc, c'est vraiment important de savoir que quoi qu'il arrive, je suis face à un accompagnant ou une accompagnante et que quoi qu'il arrive, cette personne est humaine avec ses biais. Et après, elle va avoir un niveau de travail plus ou moins approfondi sur ses biais. Donc, par exemple, et c'est pour ça que et on va du coup venir approfondir ce sujet-là, dans le choix de la personne qui va venir m'accompagner sur des espaces d'intime, de vulnérabilité, mais aussi, et c'est surtout là le risque, sur des états de conscience modifiés. Donc, c'est aussi là où est une grande vulnérabilité supérieure, d'être conscient que cette personne va avoir des biais, va avoir des projections et a son vécu propre. C'est-à-dire, on va prendre un exemple avec le dos de la cuillère. Si je vais voir une psychothérapeute qui vit dans le 6e à Lyon, qui est un quartier très riche, bourgeois, qui sort d'études privées, d'études supérieures, qui vient d'un milieu catholique bourgeois très conservateur, et que je viens la voir pour des problématiques relationnelles autour du polyamour, il y a des chances qu'elle me balance avec les meilleures intentions du monde que je suis en train de me perdre et que je fais n'importe quoi. Parce que c'est sa réalité. Donc c'est là aussi où c'est intéressant d'aller sentir un petit peu, et notamment il y a le travail sur l'ego aussi, d'aller sentir un peu où se situe l'accompagnant ou accompagnante, et surtout quel est le travail de supervision et de formation et d'accompagnement que cette personne fait en tant qu'humain et en tant que professionnel avant d'être dans l'espace où je lui confie ma vulnérabilité. Ouais, merci parce que ça m'a énormément parlé, donc je suis sûre que ça parlera à énormément de monde. Et quand tu parlais de ce travail sur l'ego, c'est hyper révélateur parce que aujourd'hui, en tout cas moi, euh, l'une des observations que je fais, c'est que, et je le disais au départ, je pense réellement, ou en tout cas, je veux croire en la bonté et en l'humanité de ce monde. Je suis désolée, je suis une coach bisounours qui croit profondément que le monde est beau et que c'est juste l'utilisation qu'on fait de cette humanité. Je vois Claire qui fronce des sourcils. Mais je veux croire que c'est l'utilisation de cette humanité en nous qui à un moment a juste totalement merdé. Et aujourd'hui, je vois avec l'essor du New Age, que ce soit dans le développement personnel, dans le développement entrepreneurial, qui prend toute sa place, mais qui justement, où il y a un ego surdimensionné de personnes qui se croient surcapables de tout et qui en fait n'incarnent rien. Et finalement, moi, j'observe à quel point ça facilite aussi les pouvoirs en place
à rester en place et à quel point il s'est même facilité par les pouvoirs en place. Parce qu'aujourd'hui, j'étais en France il y a peu et ma famille regarde énormément la télé et je commence à voir du développement personnel partout à la télévision. Tout le monde parle de bien-être au travail, tout le monde, personne ne fait rien, hein, mais par contre on en parle. On en parle. Mon beau-père a vécu et a participé à de nombreux séminaires sur la méditation, sur je sais trop quoi, mais il est toujours aussi mal dans sa peau. Et donc ça me questionne aussi sur à quel point, quand on justement ne fait pas ce travail d'ego de nous à nous et qu'en plus on choisit des thérapeutes qui ne le font pas forcément, à quel point on continue d'être aussi des pantins ou en tout cas on continue de participer d'un système qui a intérêt à ce qu'on y participe et sans réelle conscience de quelle est l'invitation que ce mouvement vers soi créateur euh, invite et que c'est dark, et que c'est se plonger dans nos ombres, et que c'est pas simple, et que si on a un thérapeute bisounours qui ne sait pas sortir de son monde du bisounours et qui ne va pas voir ses plus profondes douleurs pour être capable d'être dans une certaine pas dans un accompagnement neutre, mais dans un accompagnement qui vient depuis un centre créateur, depuis un centre de j'ai envie de t'apporter quelque chose depuis où je suis, mais sans croire que j'ai la baguette magique, la solution miracle et que je vais te sauver, sans position du sauveur qui arrive vraiment à se sortir de ce triangle de Cartman. Enfin, j'avais toute une réflexion quand on préparait ce podcast et derrière cette idée de podcast, et à quel point on continue de participer des pouvoirs en place et à quel point euh, moi, je choisis de ne plus le faire, notamment par ce podcast, mais par plein d'autres choses dans notre vie et que j'ai vraiment envie d'inviter nos auditeurs et auditrices aujourd'hui à se poser la question. Est-ce que moi, j'ai envie de continuer à en faire partie, oui ou non? Et comment est-ce que je peux ne plus en faire partie? Bah, notamment en choisissant d'être un bon accompagnant, enfin, un juste accompagnant et en choisissant le juste accompagnement pour moi. Est-ce que tu as envie de réagir là-dessus? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Euh, je pense que là où tu mets le doigt sur est-ce qu'on participe ou est-ce qu'on participe pas, déjà, de quoi on parle? Et là, je pense que c'est important d'utiliser les vrais mots. On parle d'un système capitaliste, libéral, individualiste. Donc là, les gens qui n'aiment pas la politique et qui se disent apolitiques ou je ne sais quoi vont se mettre à hurler. Sauf que c'est de ça dont on parle. Et en fait, là où il y a eu une rappropriation du développement personnel et du New Age et d'à peu près tout, en fait, hein, tout ce qui touche au bien-être par le système capitaliste, c'est permettre de complètement passer sous silence les enjeux systémiques et les dynamiques d'oppression et les dynamiques de pouvoir et de discrimination pour renvoyer la totalité de la responsabilité sur l'individu. Tu es stressé au travail, il faut que tu apprennes à gérer ton stress, va prendre des cours de méditation. Tu as des problèmes de gestion de la colère avec ton N+1, va voir un psy et gère ta colère et va gérer ta petite enfance parce que c'est ton problème. Et sauf à aucun moment, on va aller vraiment s'intéresser au top management. Et d'ailleurs, je pense que les personnes qui nous écoutent pourront l'observer autour d'elles. La plupart du temps, les formations de coaching, de développement personnel, de communication non violente dans les entreprises sont proposées aux salariés, pas au top management. Le problème, c'est que c'est le top management, le problème, la plupart du temps. Parce que c'est eux qui détiennent le pouvoir. Donc, c'est une très, très bonne façon d'ensevelir l'individu sous la charge de sa responsabilité et sous la charge de culpabilité. Bah, si tu veux, tu peux. Si tu as envie de t'en sortir, en plus avec l'immensité de l'information disponible aujourd'hui, comme tu le dis, hein, on entend parler de développement personnel, de méditation partout, donc ça renforce ce sentiment de culpabilité de si je ne m'en sors pas, c'est que je ne veux pas, vu que j'ai tous les outils à disponibilité. Et là, je vous invite à aller regarder un peu le travers d'Albert Moukaïber, qui est docteur en neurosciences et qui parlait justement il n'y a pas longtemps dans une conférence de est-ce que l'éducation va changer le monde? Donc, est-ce que c'est parce qu'on va mettre du développement personnel à la télé, qu'on va mettre des spots de cohérence cardiaque entre deux champs de pub qu'on va réussir à changer le monde? Bah non. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on transmet l'information, qu'on sensibilise les gens à
que derrière, il y a une mise en pratique, qu'il y a une incarnation de ce qui est proposé. Et en fait, c'est vraiment la grosse différence entre je sais, et donc, par exemple, des coachs qui vont dire voilà ce qu'il faut faire, et les coachs qui vont accompagner à la mise en place, à l'intégration, à l'incarnation. Et c'est cette partie-là du travail qui est la plus coûteuse, bien souvent. Euh, et enfin, pour terminer de rebondir sur ce que tu disais, il y a aussi, moi je trouve, et qui est vraiment un de mes chevaux de bataille absolus hein, dans mon positionnement pro, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, dans le développement personnel, et y compris dans le New Age, mais ce serait encore un autre sujet, on oublie la deuxième partie de la phrase. C'est-à-dire que le développement personnel, la thérapie, la psycho, le coaching, tout ce que tu veux, c'est fait pour que tu te sentes mieux avec toi-même et que tu sois davantage en conscience et en responsabilité pour ensuite pouvoir développer des relations saines avec les autres et avec le monde. Et potentiellement, à un moment donné, arrêter de t'intéresser à toi-même pour pouvoir t'intéresser aux autres et au monde pour te mettre au service et en contribution. Sauf que ça, cette partie-là, elle a complètement disparu. Et maintenant, on a l'impression que le développement personnel, c'est une espèce de course à qui aura fait les méthodologies les plus novatrices, qui aura dépensé le plus d'argent pour pouvoir se dire, ah, moi, je fais le travail. Ou moi, je suis dans le développement personnel. Ah, mais moi, je suis quelqu'un de conscient parce que je vais voir un psy. Ouais, enfin, si tu continues à insulter tes gosses et à avoir des relations toxiques avec ton conjoint, à quoi ça sert? Ça sert à rien, à part à te branler l'ego. Hein. Désolé, j'ai pas un peu crûment, mais c'est vraiment ça. Et c'est là où, du coup, on joue complètement le jeu du système. Et quant à est-ce qu'on en fait partie ou pas, je pense que c'est important de commencer. Là, je m'adresse plus aux personnes qui nous écoutent, qui seraient aussi accompagnants, accompagnantes et qui chercheraient à avoir une posture, à approfondir, à densifier leur intégrité et leur posture pro. Je pense que le premier pas, c'est reconnaître qu'on en fait partie Mm. et d'avoir l'humilité de se dire on en fait partie, pleine balle. Et comment est-ce qu'on peut réussir à moduler cette appartenance au monde et à changer comment est-ce qu'on se positionne dedans. Parce que dire qu'on ne fait pas partie du système, pour moi, c'est complètement illusoire, y compris d'un point de vue plus politique et plus méta en tant que citoyen, à part si tu vas faire ermite au fin fond de la Sierra Nevada en Colombie, tu fais partie de ce monde. Point. Et d'ailleurs, la Sierra Nevada en fait partie aussi parce qu'il faut bien qu'ils se fassent approvisionner leur boutique. Donc voilà. Mais c'est de se dire, j'en fais partie, d'avoir l'humilité de dire, je fais partie de ce monde. Et en plus, si les gens qui nous écoutent sont blancs, occidentaux, vivant dans un pays occidental riche, bon, t'es dedans, pleine balle. Tu fais partie de la classe privilégiée, pleine balle. Donc c'est comment est-ce que je me sers de ce privilège et de cette posture au sein d'un système dont je vois les écueils pour essayer de les contrer. Donc, c'est comment est-ce que j'accompagne mes clients, mes clientes à avoir un esprit critique? Comment est-ce que je viens mettre de la nuance dans mes propos en laissant la porte ouverte le plus possible à ce que la personne en face de moi puisse venir critiquer, remettre en question ce que je lui amène? C'est comment est-ce que moi, je suis constamment en formation et en autocritique de ma pratique? Comment est-ce que je viens faire des échanges avec des pairs pour rester dans une posture critique et mouvante et pas rester figé en haut de ma montagne en me disant c'est bon, je sais, ciao. Ouais, je pense que c'est une partie et ça fait partie voilà on est dans une réflexion plus méta là mais ça rentre pleinement en lien avec le sujet du podcast de comment est-ce que tu choisis ton accompagnant. Totalement. Et c'est aussi pour ça que j'avais vraiment envie qu'on commence par ça. Moi, je ne crée pas des podcasts juste pour créer du contenu prêt à mâcher ou juste on écoute, on écrit et puis en fait, on ne reproduit même pas parce qu'on n'a même pas la capacité de prendre du recul. Je préfère créer du contenu certainement dense et en même temps plein de réflexions pour aller en profondeur parce que ça va un moment de se branler l'ego, comme tu dis. Et s'il te plaît, Claire, dis toutes les vulgarités que tu as envie de dire, parce que pour moi, c'est vraiment, ce podcast est un espace d'expression, de liberté, d'un espace euh, de ce qui sort de nos tripes. Il faut arrêter de croire que tout est beau et rose. Et c'est une personne hyper bisounours qui vous le dit. Et parce qu'on a le droit d'être dans cette dualité, dans cette réalité d'humaine. Et arrêtons de cacher notre humanité. Et
à partir du moment où on saura regarder toutes ces zones d'ombre, toutes ces zones de douleur et toute cette profondeur, c'est là où on pourra être un bon accompagnant. Et on pourra être un bon accompagnant pour soi, de soi, soit le jour où on choisit de se faire accompagner. Parce que c'est ça aussi, choisir un bon accompagnant. C'est être un bon papa, une bonne maman pour pas se remettre dans des espaces performatifs, de douleur, de souffrance, de manipulation, de jeu d'ego, de jeu de pouvoir qui sont juste la reproduction de ce qu'on a connu depuis tout ad vitam aeternam. Et un jour, si on désire s'empuissancer, qui, je crois, je l'espère, le leitmotiv de toutes les personnes qui écoutent ce podcast, bah, il faudrait peut-être qu'on commence par faire les choses un peu différemment. Donc sortons un peu de ce truc un peu méta, même si c'était important pour moi de commencer à ça, et repartons sur de l'entonnoir et allons sur du conseil, ou en tout cas sur de la perspective plus concrète de aujourd'hui. Quels sont pour nous les conseils qu'on vous donne au moment de choisir un coach, un thérapeute, un accompagnant, et de vous lancer dans un accompagnement avec quelqu'un? La première chose qu'on avait notée, et je te laisserai rebondir juste après, mais je voulais juste introduire le concept qui fait totalement écho à ce que tu viens de dire, c'est est-ce que cette personne incarne son message, incarne sa promesse? Et c'est vraiment vers là où en tant qu'individu, en tant qu'individu qui choisit des coachs, j'ai envie d'aller. J'ai envie d'aller chez les gens qui incarnent leur message. Eh Est-ce ben, que il y a tu as envie? Ouais, sur le fait d'incarner son message. Alors, c'est pas toujours forcément évident. Et là, je pense aussi à toutes les personnes qui vont chercher des accompagnants via Internet et qui n'ont pas forcément le réseau de coachs thérapeutes que nous avons parmi nos amis. Euh, mais je pense que ça dépend. Si je repense, moi, à mes démarches personnelles pour aller chercher des accompagnants, il y a, ouais, déjà aller regarder le site internet et prendre le temps de lire ce qui est écrit et ce qui est proposé, parce qu'a priori, ce qui est posé sur un site internet, ça a été pensé, réfléchi, euh, justement au niveau de quelle image ça donne. Donc déjà, ça donne une première idée. Euh, Après, ça dépend sur quoi vous allez chercher à travailler, mais c'est vrai que si je vais chercher quelqu'un pour travailler sur mes traumas et que je trouve que la personne a l'air complètement torturée, si ce n'est même que je sais pas moi, de visage, d'énergie, etc. Peut-être que je vais me dire que c'est pas là que je vais. Je sais pas, je sens que c'est pas exactement juste ce que je dis parce que je pense aux fois où je suis allée me diriger vers des gens parce que je savais que dans leur vie, ils avaient effectué, ils avaient atteint, ils avaient réussi certaines choses, ils incarnaient certaines choses que moi je voulais dans ma vie. Donc je sais que c'est vers eux que je suis allée pour cette raison-là. Mais c'est parce que je connaissais une partie de leur vie privée, parce que bouche à oreille, etc. Pour quelqu'un que je connaîtrais ni d'Ève ni d'Adam, je pense que j'irais plutôt regarder les formations et les personnes par qui elles ont été formées. Donc, c'est-à-dire, je ne vais pas aller regarder juste les intitulés ou les outils utilisés. Je vais vraiment aller regarder quelle formation et auprès de qui. Parce que, par exemple, quelqu'un qui dit je suis formé à l'EFT, donc qui est une technique de libération émotionnelle, bon, bah, ça peut être une formation à 85 euros en ligne qui se fait en 2 semaines. Et à ce moment-là, l'accompagnement sera pas le même que si la personne a été formée à l'EFT par Noël Cassan, qui est la grande fondatrice de l'EFT et la grande ambassadrice de l'EFT en France, par exemple. Et justement, tu as aussi soulevé quelque chose qui me semblait hyper intéressant et qui a été aussi l'une des premières pistes qu'on a explorées ensemble, qui est, moi, je vais vers des personnes euh, qui ont développé des outils et qui les maîtrisent ou qui ont atteint des paliers ou qui ont quelque chose que je n'ai pas encore, mais que je vois qu'ils ont. Comment est-ce qu'après on va vérifier qu'ils l'ont selon nos propres critères? Ben, ça va dépendre à quel point on a accès à cette personne. Ça va dépendre aussi de si on les connaît, d'aller rechercher des recommandations. Moi, je sais que personnellement, je fonctionne énormément sur recommandations d'amis. Je vais très peu checker les recommandations sur Internet, mais ça va plutôt être des personnes qui, pour moi, me véhiculent un message positif, qui sont des amis. Ou par exemple, je pense aussi, je me suis fait accompagner par Caroline Weiler, mais c'est parce que
Depuis très longtemps, je me faisais accompagner par Margot Hamann, plutôt en gratuit, une fois en payant, mais plutôt en gratuit. Et je faisais beaucoup de ses ateliers. Et c'est une personne que j'aimais, que j'appréciais, enfin, qui m'inspirait énormément et qui était très proche de Caroline Weiler. Et un jour, je lui avais demandé, bon, bah, mais c'était pas une amie. Enfin, je suis pas amie de Margot Hamann. J'ai pas de lien si proche que ça d'elle. Mais en tout cas, c'était quelqu'un qui, moi, m'inspirait confiance, de qui je comprenais les valeurs, que j'avais vu évoluer durant des années et que, parce que ça faisait 4 ans que je la suivais que via les réseaux sociaux, mais déjà 4 ans que je la suivais avec régularité, que j'avais accès à son énergie, que je pouvais voir une certaine fiabilité, un certain ancrage, une certaine cohérence dans qui elle était, et que donc son retour avait de la valeur pour moi. Donc ça va aussi dépendre de notre manière de fonctionner, de comment est-ce qu'on se crée de la confiance de soi à soi. Parce qu'en fait, comment est-ce qu'on peut être 100% sûr que ce pourquoi je vais signer un accompagnement, je vais l'avoir? C'est pas possible. Aujourd'hui, on vous promet pas de baguette magique non plus. Par contre, on essaye d'apporter des pistes de comment est-ce qu'aujourd'hui on peut réflexionner pour se créer de la confiance, se dire, OK, je vais dans le bon chemin et je me lance dans cet accompagnement avec cette personne. Euh, ouais, c'était l'idée qui me venait. Je pense on va surtout réflexionner à voix haute là. Je le sens venir comme ça. Je pense que tu as ce truc, comme tu l'as dit, hein, des valeurs. Je pense que ça, c'est aussi, ouais, aussi un point important de choix. Il y a effectivement quelle énergie dégage cette personne, soit dans ce que je suis d'elle sur les réseaux sociaux, soit sur ce qu'elle raconte sur son site internet. Quelles sont les formations et les gens qui ont formé cette personne? Est-ce que j'ai des recommandations de bouche à oreille? Et puis pareil, quand je vais demander les recommandations des copains-copines, euh, peut-être que si j'ai une personnalité type syndrome de la guerrière, avec une forte personnalité, un fort caractère et avec un cerveau qui va très vite, je vais peut-être pas aller prendre le même psy que ma pote très introvertie, timide, dépressive depuis 5 ans. Parce que si ça lui va à elle, c'est pas sûr. Ça peut, mais c'est pas sûr que ça m'aille à moi. Donc il y a vraiment aussi comment est-ce que je prends effectivement ce truc un peu intuitif de comment est-ce que l'accompagnante me parle et me fait vibrer. Effectivement, est-ce qu'elle incarne quelque chose que je veux et que je n'ai pas et que elle a et incarne? Et là, ça pose une question que je trouve. Moi, je suis très de cette école-là, hein, je ne me vois pas accompagner sur des sujets que j'ai pas poncé quoi. Alors effectivement, en coaching génératif, c'est un peu différent parce que je suis vraiment un outil au service d'eux, donc je suis là pour aider la personne à accoucher de ses propres solutions. Donc là, en fait, si on me lance sur un sujet que je connais pas du tout, c'est pas vraiment un problème. Mais pour les autres espaces, type atelier, stage, retraite, ou pour parler de certains sujets, notamment sur les réseaux. Par exemple, quand je vois que j'ai des gens qui viennent m'aborder sur l'hypersensibilité en me demandant, mais est-ce que et qui me disent, ah, c'est super parce que bah toi, tu es aussi hypersensible. Et vraiment, moi, je sens que ça a bugué dans mon cerveau de me dire, il y a des gens qui accompagnent l'hypersensibilité sans être hypersensible. Enfin, c'est possible, ça? Enfin, et pourquoi pas? Mais c'est vrai que moi, j'accompagne beaucoup depuis un endroit où c'est ressenti depuis l'intérieur. C'est vécu. Donc, ça me permet aussi de donner une résonance de mon vécu personnel aux personnes que j'accompagne, toujours en laissant cet espace de respiration où la personne est quelqu'un d'autre. Donc, ça veut pas parce que ça a marché pour moi que ça va lui marcher pour elle. Ça, c'est aussi un des biais qu'il y a dans le développement personnel, des personnes qui sortent de leur burn-out, qui ont rencontré un coach, qui ont mis en place des outils, qui ont marché pour elles et qui disent, ah bah ça y est, j'ai créé une nouvelle méthodologie, je vais vous accompagner parce que c'est ce que j'ai fait, ça a marché pour moi. Bah oui, mais ça a marché pour toi. Par exemple, les coachs en séduction, c'est beaucoup ça, hein. Ça a marché pour moi, maintenant je suis en couple, je vis ma meilleure vie. Bah oui, mais bon, écoute, tu fais 1 m 80, un 90C, t'es CSP+, et tu vis à Paris. Oui, bah je veux bien comprendre que c'est marché pour toi. Mais peut-être que si t'avais pas le privilège du physique, hein, je vous invite à regarder le Pretty Privilege pour celles et ceux qui connaissent pas le concept, ou que tu vis dans un tout petit village où il y a 50 habitants et que tu les connais tous depuis que tu as 4 ans, bon, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de trouver la bonne personne avec qui créer ta vie. Et effectivement, ce que tu disais, les valeurs.
Moi, c'est un truc que je vais regarder, c'est comment se positionne la personne, qu'est-ce qu'elle défend, est-ce qu'elle parle de politique, est-ce qu'elle parle de systémie, est-ce qu'elle est inclusive dans son écriture, est-ce qu'elle a des engagements associatifs par ailleurs, mais parce que pour moi, l'engagement politique, et politique avec un P majuscule, hein, au sens noble du terme, c'est une de mes valeurs et c'est important pour moi. Peut-être que ça le serait moins pour d'autres, quoi. Euh, je pense qu'un autre point qu'on peut aussi aller regarder, c'est comment est-ce qu'on se sent en présence de cette personne. Moi, par exemple, je ne signe avec personne, mais pour rien du tout, sans avoir parlé au moins à la personne, que ce soit un appel pour une retraite de 20 minutes ou que ce soit pour un accompagnement plus long, euh, de faire un coaching exploratoire. Enfin, en fait, pour moi, c'est nécessaire. Et par exemple, je pense jamais de cette coach entrepreneuriale qui vous dise crée ta méthode et surtout vends surtout en DM. Bah ouais, génial. Non, j'ai pas envie de vendre en DM parce que je pense que la personne doit sentir à quel point je vais l'emmener dans ses profondeurs. Et j'ai pas envie que ma coach me vende juste en DM. Je l'ai fait une fois. Je me suis lancée dans un accompagnement une fois juste en DM avec, pareil, une coach business. Et au bout de 6 mois, je suis partie parce que, en fait, ça me correspondait pas du tout. C'était hyper performatif. Et ce qui était mis sur le site internet et par les recommandations, bah, ça me correspondait pas du tout. Et je pense que je l'aurais peut-être senti si j'avais fait un appel avec elle. Parce qu'en fait, la manière dont tu te sens après un appel avec une personne te donne beaucoup d'informations. Est-ce que tu te sens en puissance? Est-ce que tu te sens avec des outils? Est-ce que tu sens que toute seule, tu pourrais passer le cap? Moi, par exemple, c'est hyper important. Durant mes coachings exploratoires, je donne des outils. Alors, bien sûr, tu pourras les explorer seul et tu le feras seul. Tu peux le faire avec moi. Mais déjà, tu as des outils. En tout cas, tu as des pistes de réflexion, d'exploration, et tu as des partages de prise de conscience. Ça provoque des haha moments. Si tu as un coaching exploratoire où tu n'as aucun haha moment, déjà, c'est que la personne, elle se retient. Elle se retient totalement. Alors, je le parle dans un coaching entrepreneurial où on n'a pas forcément besoin d'aller toucher non plus des grosses profondeurs dans des coachings exploratoires qui est pas forcément tout le temps le cas. Euh, mais ça donne quand même beaucoup d'informations sur la qualité de présence. Observer cette personne, observer à quel point elle est en train de t'écouter et pas en train de projeter quelque chose sur toi, projeter ses idées, projeter ce qu'elle a envie de te vendre absolument. Est-ce que tu te sens boosté? Ou au contraire, est-ce que tu te sens minable? Est-ce que tu te sens sans outils? Est-ce que tu te sens démené? Est-ce que tu te sens violenté par la personne d'une certaine manière? Et si c'est le cas, fuis. Fuis, 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 fuis. Ouais, c'est Parce que qu'est-ce clair. que ça sera après? Bah ouais, ouais. Là, typiquement ça peut être des clés très opérationnelles. Si vous contactez un accompagnant, une accompagnante qui vous dit qu'il n'y a pas d'appel préalable, qu'il n'y a pas de coaching exploratoire gratuit, ou alors même ça peut être payant, mais si jamais on vous demande un engagement dès le départ, alors même que vous ne savez rien de la personne et qu'il n'y a pas de possibilité d'appel en amont, c'est bien de s'interroger à cet endroit-là. Donc, je dis pas, hein, les programmes en ligne, etc., c'est un peu autre chose parce que là, vous êtes autonome et c'est un programme en ligne, c'est presque comme si vous achetiez un livre plus que si vous vous faisiez accompagner. Mais sur un accompagnant vraiment individuel ou de groupe, là, c'est bien de pouvoir quand même avoir un échange avec la personne. Et effectivement, comme tu le disais, comment est-ce que vous vous sentez à la fin de ce premier échange? Est-ce que vous vous sentez minable, mis dans votre zone de famine la plus inconfortable et où la personne en face vous agite le chiffon rouge de moi j'ai la solution si tu me payes 6 000 balles? Ça, en général, c'est quand même pareil, hein, c'est alarme, petit point de vigilance parce que ça veut dire qu'on vous met dans un espace de vulnérabilité. Alors que il peut très bien y avoir aussi sur des mêmes sujets qui sont tout aussi délicats, sensibles et où vous êtes dans une vraie demande. Enfin, je veux dire, en même temps, si par exemple, je reprends le coaching de couple parce que c'est quand même un bon point sensible. Voilà, t'as 35 ans, t'es célibataire depuis 5 ans, tu veux rencontrer quelqu'un. Voilà, tu vas en coaching exploratoire avec quelqu'un qui te fait du coaching relationnel et du coaching de couple. Euh,
Bon, bah forcément, tu as un endroit vulnérable. Mais est-ce que tu ressors de ce premier entretien en disant, waouh, en fait, c'est possible. En fait, je sens qu'il y a un espoir qui s'allume, je sens qu'il y a une voie qui s'ouvre, ou potentiellement, je vais pouvoir faire bouger des choses. Ou est-ce que tu as l'impression que tu es vraiment au fond de ton trou et que, il n'y a que le coach sauveur et ses 6 000 € qui vont pouvoir venir t'en sortir. Donc ça, effectivement, c'est une bonne clé. Et surtout, se rappeler que, euh, certes, quand on signe pour un accompagnement, il y a un engagement et qui est un engagement que vous prenez aussi avec vous-même, au-delà d'être un engagement que vous prenez avec le thérapeute, et vous restez client, cliente de cet accompagnant. Donc, il y a un moment donné aussi où si vous vous sentez mal, vous êtes aussi en droit de dire là, c'est plus OK pour moi. Et de le faire en conscience et de le justifier. En général, la plupart des accompagnements, si vous décidez d'en sortir parce que vous sentez qu'il y a un truc qui est plus aligné, c'est de prendre le temps de dire à votre accompagnant et votre thérapeute pourquoi vous en sortez, mais vous avez le droit d'en sortir. Vous n'êtes pas obligé de subir pendant des mois quelque chose qui n'est pas OK avec vous ou une relation abusive avec votre accompagnant ou accompagnante. Et notamment en entretien exploratoire, de ne pas vous faire avoir par les questions magiques de alors, maintenant que je t'ai présenté mon système miracle à 6 000 €, est-ce que tu veux venir t'engager pour ton propre bonheur? Bah ça, c'est un biais cognitif. Parce que quand on vient de vous mettre le nez dans votre caca et qu'à la fin, on vous dit alors, est-ce que tu as envie de t'engager pour ton bonheur? En fait, votre cerveau ne va pas dire non. Parce que la question, c'est pas est-ce que tu as envie de dépenser 6 000 € pour venir te faire accompagner par moi? C'est est-ce que tu as envie de t'engager pour ton bonheur? Donc, bien évidemment que tu vas dire oui. Sauf que tu vas dire oui à t'engager pour ton bonheur. Et puis après, derrière, tu vas te rappeler dans 24-48 heures après qu'en fait, tu viens de signer un contrat pour 6 000 €. Et là, tu auras l'impression de t'être fait avoir et tu vas culpabiliser, tu vas détruire ton estime de toi. Non, 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 non. Donc c'est là où il y a des biais. Et malheureusement, vu que il y a une espèce de grosse vague sur le marketing digital et sur des méthodes de marketing extrêmement agressives qui est en train de se développer dans le coaching, notamment sur tout ce qui est vendu en ligne, c'est des techniques qui sont utilisées. Et, et c'est là où le développement personnel se perd un peu entre d'oublier de quoi on parle. On parle de la santé mentale des gens, on parle de leur bien-être, on parle de comment ils se sentent à l'intérieur d'eux-mêmes avec eux-mêmes. On n'est pas juste, c'est pas juste une industrie, c'est pas juste un business, quoi. Et ça, on a un peu tendance à le perdre de vue, malheureusement. Le dernier point sur lequel j'avais envie aussi qu'on échange. euh, D'ailleurs, c'est intéressant que j'ai invité Claire Noll parce que je sais que sur certains points, on n'a pas forcément exactement le même point de vue, notamment sur celui qu'on va aborder juste maintenant. Et je trouve ça justement aussi intéressant de ne pas forcément inviter des personnes avec qui, alors c'est important de se sentir en résonance. Je me sens en résonance, mais qui peuvent avoir des points de vue différents pour justement apporter, se challenger et ne pas rester sur son point de vue auto-centré. Et c'est sur la question de l'échange et du coaching gratuit. Moi, j'ai tendance à croire, en tout cas, j'ai décidé de ne plus faire d'échange, de ne plus faire de coaching gratuit, même sur des nouvelles techniques sur lesquelles je suis en train de me former. Alors, je vais peut-être pas me faire imposer des tarifs qui seraient ceux d'une personne hyper qualifiée avec cet outil. Mais je ne veux plus d'échange ou de coaching gratuit parce que je trouve que ça désempuissance la personne. Ça, c'est de mon côté, de moi, la praticienne, mais dans moi, Cécilia Germain, qui veut se faire accompagner sur des sujets parfois, ça me désempuissance et souvent, je me retrouve dans des espaces avec énormément de jeux de pouvoir avec ces personnes-là. Parce que je trouve que dans l'échange, il y a comme cette question de quel est l'engagement finalement des uns et des autres et à quel point on va aller nourrir notre espace de transformation ou à quel point on va aller nourrir notre espace de dépendance. Alors, je sais que parfois, se faire accompagner, c'est là-dessus où je sais qu'on n'est pas forcément d'accord, se faire accompagner ne veut pas dire beaucoup d'argent. Moi, je crois que j'ai la croyance que si je veux me faire bien accompagner, il faut que je mette beaucoup d'argent. Peut-être que ce serait intéressant que j'aille voir cette croyance. Euh, mais j'ai en tout cas cette sensation que aujourd'hui, quand je choisis un professionnel
pour m'accompagner, je préfère aller vers quelqu'un qui me dit c'est temps que vers quelqu'un qui me dit ah, si tu veux, on fait un échange. Euh, Qu'en penses-tu? Est-ce qu'on est Bah vraiment oui, pas d'accord ou pas? voilà, comme tu l'as introduit, effectivement, on n'est pas d'accord là-dessus. Alors, juste de bien préciser qu'il y a deux dynamiques différentes entre faire du gratuit et faire un échange. Donc, pour moi, du gratuit, c'est tu viens en coaching et tu ne payes rien et tu ne donnes rien. Et ça, je ne le fais pas non plus. Voilà. Ça, effectivement, là, il y a un endroit où ça vient poser des problématiques dans, comme tu l'as dit, hein, dans la notion de l'engagement, de la responsabilisation de la personne. Euh, et les quelques rares fois où je l'ai fait, donc vraiment une fois de plus, je le répète, hein, en gratuit, donc sans échange, ça a été assez désagréable et pas très porteur, ni pour la personne, ni pour moi. Après, l'échange, donc là, dans l'échange, tu vas avoir la participation libre et consciente, tu vas avoir l'échange de pratiques entre pairs, l'échange de services, c'est-à-dire du temps, de ce que tu sais faire, je sais pas, tu sais faire de la peinture, tu sais, tu as un camion que tu peux me prêter, tu fais des cours de danse ou du massage et on échange un massage contre du coaching. Là, c'est un peu différent parce qu'on est sur un échange de pratiques. Et là, la question, ça va vraiment, enfin, pour moi, là, à ce moment-là, ça se sent vraiment au cas par cas de quel est le niveau d'engagement de la personne. Est-ce qu'elle est vraiment depuis un endroit où elle a vraiment envie d'impulser un changement et de voir un changement dans sa vie, ou est-ce qu'elle est sur un ah bah si tu veux je te masse gratos et puis en échange je viens tester le coaching. Voilà, déjà moi quand il y a le mot tester dedans c'est en mode non désolé je suis pas un testeur chez Sephora. Tu viens pas tester le coaching. Si tu veux tester le coaching, ouvre un bouquin de développement personnel, va sur YouTube, sur Instagram. Mais tu testes pas le coaching. C'est pas, en tout cas, c'est pas du tout moi ma dynamique dans mon travail. Et je pense aussi que c'est possible d'avoir des vrais niveaux d'engagement, c'est-à-dire que moi, par exemple, c'est quelque chose que je fais. Je pense à une collègue qui est coach aussi, mais avec une couleur un peu différente de la mienne, où moi, mon ancienne carrière, c'est de faire des sites internet. Et elle a une spécialisation sur les enjeux relationnels. Il y a eu un moment donné où, voilà, je lui ai fait son site internet contre des séances de coaching sur les enjeux relationnels. Et pour autant, j'ai pas mis d'argent dans la balance, c'était un échange. Et voilà, j'étais à un niveau d'engagement à 300% parce que j'étais dans un truc où j'avais vraiment envie de voir du changement à cet endroit-là. Donc ça nous amène à la question, à l'autre dimension que tu amenais sur est-ce qu'il faut beaucoup d'argent pour se faire accompagner? Bon, bah, j'ai envie de dire encore heureux que non, parce que sinon ça veut dire qu'il y a que les gens qui sont pleins d'études qui ont le droit de bosser sur eux. C'est quand même un peu dommage. Parce que à ce moment-là, on va vraiment pas s'en sortir, hein. Donc heureusement que pour moi, c'est pas le cas. Et que tu as aussi plein de gens qui font de l'accompagnement de qualité et qui n'est pas forcément hors de prix. Mais ça serait vraiment tout un autre débat sur la question de la valeur. C'est est-ce que le coaching a une valeur? Et d'ailleurs, c'est un des gros arguments des gens qui font du marketing un peu agressif sur mais alors imagine, tu me dis que 6 000 euros, c'est trop cher pour un coaching de couple, mais imagine demain, tu te rencontres l'homme de ta vie, combien ça coûte? Et donc là, forcément, tu te dis, mais c'est hors de prix, en fait. Enfin, si je trouve l'homme de ma vie et que je peux construire ma vie, avoir des enfants, fonder un foyer et vivre heureux jusqu'à la mort, lorsque la mort nous sépare, bien évidemment que ça vaut plus que 6 000 euros. Donc là, d'un seul coup, 6 000 euros, ça te paraît négligeable, sauf qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Et ça veut dire aussi qu'on pose une valeur monétaire, financière sur l'immatériel de ce qui fait nos vies humaines. Là, je trouve que là, par le coup, dans le genre capitalisme dégénéré, effréné, avec plus aucune limite ni aucun cadre, c'est tendu. Et en même temps, je comprends aussi qu'il y a des gens qui se positionnent avec des tarifs élevés pour des questions aussi très pragmatiques de combien ça coûte de se former, de combien ça coûte d'avoir une plateforme en ligne, de combien ça coûte tout le temps passé en com, en rédaction de contenu gratuit, etc. Voilà, et pour celles aussi qui ont des employés, tout ça, ça a un coût et qui est monumental et complètement sous-estimé aussi par les gens qui ne sont pas du milieu et qui regardent ça de loin, qui disent, ah là là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi ma coach me demande 150 euros de l'heure et demie? Bah déjà parce que sur ces 150 euros, il y a plus de 20%, voire 25% qui part en charge à l'État, déjà d'une. De deux, il y a toutes les charges
qui vont dans l'entreprise. Il y a tout le fait d'être indépendant, où tu n'as pas de retraite, tu n'as pas de sécurité sociale, je parle là pour le cas de la France. Tous les services professionnels dont tu as besoin pour faire tourner ta boîte, tous les services de supervision. Enfin, pour donner un exemple aux gens qui nous écoutent, euh, voilà, une formation de coaching. Moi, ma formation, j'ai dû payer 2005 et c'est une des formations de coaching les moins chères du marché. Et encore, c'était en 2016, donc c'était il y a quasiment 10 ans. Un stage de clown chaman, c'est 1200 balles. Et encore, c'est excessivement pas cher si on regarde la réalité des coûts. Donc, bah, quand tu fais 2 stages dans ton année, plus une formation de coaching, une formation professionnalisante à l'accompagnement, bon, bah, t'en as déjà pour 6000 balles. Bon, voilà, qui sont de la dépense nette. Et puis, en fonction de la type de structure que tu as, tu en as pour entre 150, 300 et plus de charges par mois fixes, peu importe ce que tu gagnes. Donc voilà, c'est aussi la répercussion de tous ces coûts. Donc je comprends qu'il y ait des coachs qui se positionnent sur des tarifs élevés, et aussi parce que ça filtre, et pas que au niveau du milieu social, ça filtre aussi sur le niveau d'engagement, parce que pour le coup, je crois aussi beaucoup qu'il peut y avoir des gens qui sont dans des conditions financières pas forcément hyper favorisées, mais qui vont mettre l'argent parce que c'est important pour eux de s'engager et d'investir sur eux à cet endroit-là, et c'est pas une nécessité. Et notamment quand je vois les praticiens de MDR, d'ostéo, de psycho, de thérapie, dans lequel il y a de très 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 bons praticiens et praticiennes. Bon bah voilà, on est autour de 75, 80 euros la séance. On n'est pas sur du 6000 balles. Donc, et pour autant, c'est des gens qui font très bien leur boulot et qui peuvent accompagner des gens à opérer de véritables transformations dans leur vie. Donc après, je pense que c'est une dynamique personnelle de quel est ton rapport à l'argent d'un côté et de quel est ton rapport à l'engagement. Il y a des gens que ça aide de se dire, je vais aller mettre 2500 € pour travailler sur ce sujet-là, parce que ça permet aussi symboliquement, inconsciemment dans ma tête, de m'envoyer le message à moi-même de je m'investis, je m'engage à hauteur de 2500 € sur ce sujet-là. Donc ça peut aussi être ça. Et il y a des gens qui sont très très engagés et très très motivés et qui n'ont pas l'argent. Moi, ça m'arrive de faire des tarifs solidaires et ou de la gratuité parfois sur certains formats, notamment avec des clientes avec qui j'ai déjà travaillé, parce que je connais leur niveau d'engagement, je connais leur niveau de détermination, je connais leur situation financière, et que moi-même, j'ai une psy qui m'a fait, enfin, au tout début de mon parcours, quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel et à me faire accompagner, j'ai une psy qui m'a fait les séances à moins 50% pendant un an parce que sinon j'aurais pas pu. Et en même temps, déjà, sortir 40 € par semaine pour ça à l'époque, que je bouffais une boîte de raviolis premier prix par jour, bah, c'était déjà un gros investissement. Mais c'était un choix aussi. Je pense que tu as hyper bien résumé finalement un point de vue qui est hyper maintenant que je l'entends, euh, je suis pas si sûre que ça que l'on soit pas d'accord euh, en profondeur, dans la profondeur. Peut-être que dans la manière dont on va le présenter, on peut avoir deux manières de le présenter en extérieur différentes. Et en même temps, euh, mes clientes le savent, je crois que je suis l'une des coachs les plus... Enfin, je suis hyper généreuse. À partir du moment où on a vraiment envie de travailler avec moi, il y a toujours une manière de trouver, parce que je préfère l'engagement à, à la rentabilité plus, plus, plus. J'ai toujours préféré ça. Toujours plus de sens pour moi. Euh, et en même temps, je pense que si on en revient à cette question de comment choisir un bon accompagnant, je crois que le plus important, et que c'est peut-être quelque chose, parce que moi-même je l'ai fait, je sais que pendant un temps, et c'est un peu si vous me demandez mes grandes hontes en tant qu'entrepreneur, c'était l'entrepreneur que j'étais il y a 3 4 ans, j'en ai un peu honte. De celle qui va chercher l'échange pour pratiquer, pour peut-être derrière vendre même. Enfin, avec cet espace de besoin, de carence, de si j'ai pas ça, j'ai rien. Et en fait, même d'aller dans des espaces d'échange qui n'étaient même pas nutritifs pour moi, avec des choses que... Enfin, j'ai pratiqué de l'échange où j'ai rien reçu 50 millions de fois.
où je pense que même ma qualité d'accompagnante n'était même pas là parce qu'on nourrit un espace de vide, de carence et pas un espace de valeur de soi à soi. Et donc, comment est-ce qu'on peut donner quand on a la sensation qu'on ne reçoit rien? D'où, en fait, pourquoi est-ce que j'avais envie d'aborder ce sujet? C'est plutôt observer le pourquoi de l'échange et observer si ça vient vraiment nourrir un espace de j'ai envie de recevoir de cette personne et cette personne a envie de recevoir de moi, ou si c'est juste quelque chose pour combler le vide et combler le manque. Si c'est juste pour combler le vide et combler le manque, bah, il y a peut-être d'autres voies à explorer. Et si c'est vraiment cette personne, ça peut être d'autres voies ou simplement pas cette personne-là, en fait. Et je Ouais. pense Et que puis c'était surtout ça que j'avais envie d'aborder. ouais, je pense que, et là tu touches un truc aussi qui peut être un vrai point de vigilance aussi pour les personnes qui nous écoutent. Attention au je suis en galère d'argent, donc je vais prendre ce qu'on me propose et donc je vais prendre l'échange de la copine parce qu'elle me propose un échange gratos. Donc je sais que c'est pas elle que je serais allée voir comme accompagnante si j'avais eu l'argent pour, mais là j'ai pas l'argent donc j'y vais. Ça, c'est le meilleur moyen pour ressortir derrière en disant que le coaching et le développement personnel, c'est de la merde et qu'on est tous des gourous qui font de l'argent sur la misère du monde. Et c'est là où c'est important d'être un peu au contact de ses propres responsabilités aussi. Donc, c'est vraiment, euh, pour moi, toute démarche, c'est OK. Que tu claques 0 ou 6 000 € dans un coaching, tout peut être OK à partir du moment où je suis en conscience depuis quel endroit je le fais, depuis quel endroit ça part, et est-ce que je suis vraiment en conscience de ce que je suis en train de faire. Quand je décide de mettre 1 500 € dans un coaching en ligne à distance de 3 mois sur la gestion émotionnelle, alors que je suis moi-même coach de métier, qu'est-ce que je fais? Je sais pourquoi je vais vers cette personne-là, à ce moment-là, dans ce cadre-là, et c'est hyper juste. Et peut-être que là, aujourd'hui, on me propose la même chose, ce serait, bah non, pas du tout. Là, j'ai pas du tout envie de faire du coaching en ligne, j'ai pas du tout envie de faire du collectif, j'en sais rien. Mais juste d'être vraiment très en conscience et en responsabilité des choix que vous faites. Essayez de faire les choix les plus éclairés possibles. Et ne pas hésiter à demander de l'aide. Et si vous avez des questions, à les poser à votre thérapeute. Voilà, dire, bah tiens, c'est marrant, c'est 6 000 €. Pourquoi c'est 6 000 €? Allez-y, allez voir ce que ça répond. Ouais, et je pense que toute personne, tout accompagnant bien dans ses bottes et dans ses prix, et dans ses baskets et dans la valeur de ce qu'il propose saura vous expliquer pourquoi son tarif aujourd'hui. Moi, si aujourd'hui vous me demandez pourquoi mon augmentation de tarif, je sais vous l'expliquer depuis un espace de cœur en ayant en étant convaincu enfin, convaincu, horrible, un con qui est vaincu. Non, en étant aligné avec ça, parce que je comprends qu'est-ce que ça soutient derrière pour moi et aussi du coup pour l'impact que je peux avoir. Mais c'est ma réalité en fonction de mon modèle d'entreprise, en fonction de mes charges, de, de mes ambitions, de mes envies, de qui je suis. Et si ça résonne génial, si ça résonne pas, génial. Mais en tout cas, j'aurais jamais aucun problème à en parler. Et un accompagnant qui a du mal à parler d'argent et en même temps qui a des tarifs élevés, attention. Mm. Et je sais pas s'il y a encore quelque chose que tu as envie d'ajouter, si tu sens qu'il y a un dernier rapport sur cette question de comment est-ce qu'on peut choisir de manière éclairée son accompagnant aujourd'hui. Non, peut-être juste s'il y avait un truc à rajouter, c'est d'avoir bien conscience qu'il y a autant d'accompagnants qu'il y a d'humains. Donc, si aujourd'hui vous êtes dans un endroit difficile où vous sentez que vous auriez besoin d'aller voir un psy et que vous vous dites, ah, mais tous les psys que j'ai vus, c'était tous des gros nazes, bah, sachez qu'il y a certainement des psys qui vous correspondront ou qu'il y aura certainement des accompagnants qui vous correspondront. Je dis aussi parce que moi j'ai beaucoup de clientes qui arrivent de chez des psys, avec tout mon respect pour la profession des psychologues, j'ai plein de collègues psychologues, on s'entend, hein, mais qui, elles, sont tombées sur des psychologues qui n'étaient pas forcément hyper rigoureux ou qui n'ont pas su, pour tout ce qu'on disait au début, pour leur propre biais, pour leur propre milieu, n'ont pas su voir, n'ont pas su comprendre, n'ont pas su écouter la souffrance qui était posée, les spécificités de la personne qui était posée dans le champ, et que chez moi, elles ont trouvé un écho.
Et en fait, peut-être qu'il y a certaines personnes qui viennent me voir et qui trouvent pas ce qu'elles sont venues chercher. Bon, en général, moi, je les filtre au niveau du rendez-vous d'exploration, justement, mais et qui trouveront leur solution ailleurs. Et c'est OK. Et j'accompagne pas tout le monde et j'ai pas vocation à accompagner tout le monde. Donc, laissez-vous le temps, autorisez-vous à être exigeant, exigeante, à prendre soin de vous et à vous offrir ce temps et cette exigence d'aller choisir la bonne personne pour vous accompagner à ce moment-là de votre vie. Et si à un moment donné du processus, vous sentez que c'est terminé avec cet accompagnant, cette accompagnante, c'est pas forcément un drame, c'est pas forcément que vous vous êtes trompé, c'est peut-être juste que voilà, vous avez fini cette phase de travail avec cette personne-là, et que maintenant vous avez évolué et que vous avez plus besoin, plus envie pour l'instant, que vous avez envie, besoin d'autre chose, et c'est complètement OK. Donc voilà, je vous invite à vous faire confiance, à vous écouter et surtout à être depuis un espace de conscience. Toujours, encore, éternellement. On en Et revient à toujours là. partir, et à partir du moment où on choisit depuis le cœur, depuis sa joie intérieure, il n'y a pas de mauvaise décision en fait. Il y a juste ce qui fait sens à un instant et puis voilà. Merci pour cet apport, Claire. Où est-ce qu'on te trouve? Quelles sont tes nouveautés en ce début du mois d'avril? Est-ce que si on a envie de se lancer pour quelque chose avec toi, qu'on est hypersensible, un peu badass, un peu audacieuse et surtout avec le cœur bien engagé, comment est-ce qu'on peut cheminer avec toi? Alors, les deux endroits pour me retrouver le plus simple, c'est Instagram, donc Claire Noël Coaching, où je poste assez régulièrement, que ce soit en story ou en publication. Sinon, mon site internet, clairenoël.fr. Et là, dans les actus pour travailler avec moi, il y aura une retraite au mois de mai autour de sororité et souveraineté. Donc, une retraite notamment très, très exclusive entre femmes où on n'aura que 6 participantes pendant 4 jours pour vraiment opérer une transformation en profondeur et aller mettre du doux là où il y a besoin et venir aller récupérer des petits espaces de puissance intérieure supplémentaires. Il y a le stage Glam and Drama qui mêle effeuillage burlesque, clown et déconstruction féministe avec un travail sur les archétypes de genre. Alors ça c'est bien parce que ça fait bosser à la fois le côté spectacle, jeu, donc c'est vraiment genre on se marre, on rigole, on met des froufrous, des paillettes, des moustaches, voilà. Et en même temps ça fait bien bosser la relation à soi et aux autres, notamment la sphère de l'intime et de la sexualité. Donc ça c'est quand même bien sympa et ça sera en octobre. Et entre-temps, je lance régulièrement des cohortes d'accompagnement sur apprivoiser son hypersensibilité, qui est un format de 6 semaines en ligne pour vraiment aller comprendre, décortiquer qu'est-ce que l'hypersensibilité, qu'est-ce qu'on appelle l'hypersensibilité. Je vous dis, en fait, l'hypersensibilité n'existe pas et si vous voulez en savoir plus, venez me voir. Voir de quoi on parle quand on parle d'hypersensibilité et surtout des outils concrets pour accéder à du mieux-être au quotidien, parce que c'est vraiment ça l'objectif, en fait. Au-delà de l'étiquette, c'est comment est-ce que je me sens mieux avec moi, avec les autres, avec le monde au quotidien. Donc voilà, tout ça, c'est sur Insta et sur mon site. Il y a une newsletter aussi. Voilà, comme tous les coachs Instagram. Tu es une bonne coach Instagram. Voilà. Non. Et vous me retrouverez peut-être sur la retraite de mai. Ouais, ça Voilà. chemine. Ça va dépendre de plein de choses. Mais qui sait Yes. on pourra se rencontrer toutes les trois, Claire, Noël, toi et moi, euh, à cette retraite. Dans la vraie Et vie. dans la vraie vie. Et une dernière question que j'ai l'habitude de poser dans toutes mes interviews, Claire, qui est qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? Qu'est-ce que de ta vie, du monde, de ce que tu vois dans ton quotidien en ce moment, tu as envie de célébrer? J'adore célébrer. Ok. Et bah ça va être très perso pour le coup. Et puis je vais en même temps donner deux pour le prix d'une. La première, c'est de m'être fait confiance à retourner signer pour un cycle d'accompagnement tantra et sexual grounding therapy avec une très 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 grande dame qui s'appelle Vasanti, où clairement ça a été un rare niveau d'intensité et de profondeur. Donc, c'était pas facile comme travail, mais hyper, hyper fière de m'être fait confiance là-dessus parce que ce que j'en ressens là après 2 jours et demi, c'est pur gold, comme on dit en anglais.
Et le deuxième truc que je célèbre, c'est d'aller vaincre ma peur et de m'être inscrite pour une journée sécurité routière sur circuit en moto pour le mois de mai, alors que ça fait plus de 6 mois, ça fera quasiment un an que j'aurais pas conduit quand j'y retournerai. Et donc ça me fait bien, voilà, ça me fait, ça me challenge, mais je suis très contente de m'offrir ça, voilà, pour retourner vers la moto, qui est ma grande passion. Très chouette. Ben, je le célèbre avec toi. Et je célèbre aussi l'enregistrement de ce format qui était pour moi très chouette. Et j'espère que pour toi aussi, toi qui nous écoutes, et puis toi aussi, Claire. N'hésitez pas d'ailleurs à nous partager vos petites pépites sur votre plateforme préférée. Il y a l'espace commentaire. Vous pouvez nous partager quels sont les petits conseils, les tips, les réflexions. Répondre aussi aux questions qu'on a ouvertes. On a ouvert plein de questions de réflexion Carrément. durant ce podcast. Je passerai les liens à Claire aussi pour qu'on puisse y répondre toutes les deux. Ce sera avec grande joie. Vous pouvez venir nous voir en message privé à Claire ou à moi avec grande joie aussi pour continuer de réflexionner ensemble sur ces sujets qu'on a ouverts où, comme on vous l'a dit au début, on prétend pas d'avoir une vérité universelle, juste notre vérité juste, enfin notre oui, vérité juste avec nos prismes, qui l'on est aujourd'hui. Moi, j'aime bien dire que c'est ce que je dis aujourd'hui, mais on verra bien ce que je dirai demain. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'était ce qui était à partager. Et je voulais te remercier, Claire, d'avoir répondu à l'invitation et d'avoir préparé ce sujet avec moi, de l'avoir enregistré. Et voilà, merci Bah, beaucoup. merci pour l'invitation, merci pour ta confiance. Et ouais, effectivement, n'hésitez pas à venir nous. Souvent, on peut avoir l'impression que les coachs Instagram, ils sont là, ils sont derrière leur écran, dans leurs reels avec leurs filtres et tout ça. Alors, je dis ça pour moi parce que je sais que tu utilises pas trop les filtres. Mais ouais, on est vraiment, enfin, moi, j'adore répondre aux gens qui m'écrivent, que ce soit en commentaire ou en message privé. Et à savoir aussi que ce thème de comment choisir un accompagnement et de comment réguler les professions de l'accompagnement, c'est un sujet qui est tout neuf, qui est tout frais, qui est en train d'émerger. Donc, c'est aussi avec vos réflexions et vos démarches à vous qui nous écoutez qu'on va co-construire ces espaces-là et qu'on va co-construire des façons de faire, des bonnes pratiques, un cadre déontologique qui sait. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous emparer du sujet, c'est bienvenu. Moi, je suis toujours très curieuse d'entendre les retours. Donc merci d'avoir osé aussi aborder ce sujet-là comme ça. C'est top. Merci beaucoup, Cécilia. Et je vous souhaite à tous et toutes une merveilleuse journée. On se retrouve dès lundi pour un nouveau sujet, un nouvel épisode dans Solo, dont maintenant tout de suite, je me rappelle plus le sujet, mais je suis sûre qu'il soit très chouette. Et ciao, ciao, belle fin de semaine et bon week-end à vous. Salut à tous. Et si ce que tu viens d'écouter t'a inspiré, je t'invite à aller télécharger ton planificateur entrepreneurial 2.0. Pourquoi 2.0 ? Parce qu'il est temps d'apprendre à mettre notre masculin au service de notre féminin. Que notre force, notre action soit connectée à une écoute, à une observation, à un ressenti, une intuition. Et c'est ça que je te transmets dans ce e-book gratuit que tu peux télécharger et recevoir si tu t'inscris dans le lien qui est en description de cet épisode. Et moi, je te souhaite une très 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 belle journée. À très vite. Un câlin à ton cœur.